un courant électrique est enregistré, tu l'enregistres, c'est ça l'usure, c'est ça la matière, parce que la charge électrique, c'est de la matière. Toutes les substances sont faites à partir de cela. Tu comprends? C'est tout. La charge électrique s'en va chez toi, tu as de l'usure. Voilà, en fait, c'est la chose la plus simple. Et il faut tout considérer du point de vue de l'électricité, c'est-à-dire que toutes les interactions, absolument toutes, sont électriques. Bonjour chers amis, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue dans notre émission de podcast. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Victor Tenhoff. Nous allons continuer à explorer le thème des technologies et approfondir encore un autre domaine de la production. Victor, bonjour. Bonjour Alexandre, j'avoue que ça m'a fait un peu peur. Dans quel domaine de la production allons-nous nous plonger? Oui, bonjour chers téléspectateurs. Alexandre, merci à vous comme toujours de m'avoir invité. Merci de m'accueillir dans votre magnifique studio. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Cela m'intéresse même personnellement. Nous parlions d'une chose et maintenant voilà une telle surprise. Oui, c'est une surprise, vraiment. En fait, il me semble que vous connaissez à 100% chaque détail de la technologie et que vous allez révéler à nos spectateurs de nouveaux aspects de la production. Mais j'aimerais parler d'une technologie qui prévient l'usure. Nous savons que toute production, d'une manière ou d'une autre, use le matériau à cause du frottement, du contact. Pour le dire simplement, il s'abîme. Mais, autant que je sache, il existe une technologie appelée Tribal Technology, qui s'occupe justement d'éliminer, ou bien, il serait plus juste de dire de réduire cette usure, mais c'est sans doute vous qui allez nous en dire plus à ce sujet, n'est-ce pas? Il faut comprendre ce qu'est réellement l'usure. Pour faire simple, afin que ce soit clair, c'est la conséquence du frottement. Et le frottement est un phénomène fondamental, c'est la manifestation de toutes les interactions de contact dans la production, dans la nature, c'est-à-dire partout. Toutes les substances sont constituées de charges électriques. Et lorsque nous effectuons un travail de déplacement d'une pièce sur une autre, ou d'une surface sur une autre, ou encore de particules en poudre sur une autre, peu importe. Pourquoi ? Nous réalisons deux travaux, le travail de déplacement et le travail d'extraction de charge. Au même moment, nous arrachons une charge électrique à la matière. Et en même temps, nous la détectons à l'aide d'un appareil, d'un multimètre ou d'un micro-ampère-mètre. Peu importe, un quelconque appareil de mesure qui enregistre le courant électrique. Ainsi, au moment où il y a usure de la matière, il y a un courant électrique. Revenons encore une fois à l'expérience. Tout le monde la connaît, c'est même plutôt une expérience de la vie qu'une expérience scientifique, tout le monde la connaît. Si on prend et qu'on frotte deux pièces quelconques, on frotte et il y aura un trou, tu te souviens? Donc, on prend deux barres métalliques, n'importe lesquelles, on les prend et on commence à les frotter l'une contre l'autre. On peut même les réduire en poudre, n'est-ce pas? En poudre, mais si on prend cette poudre, on ne pourra pas reconstituer les barres d'origine. Alors, la question est dans la substance même. Voilà. Ou par exemple, les pièces d'un moteur à combustion interne, eh bien par exemple, le groupe piston. Votre groupe piston fonctionnait sans problème, puis soudain il s'est desserré. Il semble qu'il n'y ait ni copeaux ni rien d'autre. Où est passée la substance? Et c'est ce qu'on appelle l'usure invisible. Vous voyez, c'est partout. Il s'agit d'une usure invisible. Qu'est-ce qui est invisible? C'est comme si ça s'évaporait? Oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette usure invisible? Eh bien, c'est justement le courant électrique qui l'enregistre. Quand tu le mesures, c'est ça l'usure, c'est ça la matière, parce qu'une charge électrique, c'est de la matière. Toutes les substances en sont faites, tu comprends? Voilà. La charge électrique s'en va chez toi, c'est de l'usure. Pour que le système ne s'use pas, c'est-à-dire qu'en Tribal Technology, nous résolvons actuellement des problèmes d'élimination de l'usure dans les assemblages soumis au frottement. Et pour que ta pièce ne s'use pas, nous devons résoudre ce problème et le faire pour tes deux pièces là-bas. Ou là-bas, pour des groupes, nous devons développer un système sans frottement usant. C'est un mode particulier, un mode sans frottement usant. Comment prouve-t-on expérimentalement que c'est précisément la fuite de charge électrique qui constitue l'usure? C'est très simple. Nous prenons deux blocs métalliques et nous y connectons un appareil de mesure.
nous commençons à frotter. Nous voyons un courant électrique, nous voyons de l'usure, elle est soit visible, soit invisible. On a mesuré les blocs avant le frottement, on les a frottés, puis mesuré après le frottement, il y en avait moins. Où est-ce que c'est passé ? Dans le même temps, on n'a enregistré que le courant électrique. Ensuite, nous connaissons les propriétés du diélectrique. Si le frottement est un phénomène électrique, alors nous pouvons appliquer ici tout ce que nous savons sur les diélectriques et les semi-conducteurs, c'est-à-dire sur les propriétés des matériaux. Et puisque nous connaissons les propriétés du diélectrique, à savoir qu'il ne laisse pas passer la charge à travers lui, mais la collecte à la surface, alors nous pouvons supposer que si nous isolons une surface de l'autre, non pas en la rendant plus dure, mais en l'isolant, c'est-à-dire que sur un des blocs métalliques, nous allons appliquer un diélectrique, un bon, véritable diélectrique, un revêtement diélectrique. Nous plaçons le second bloc, nous recommençons ce système, nous provoquons à nouveau le frottement, et dans ce cas, nous ne détectons pas de courant électrique. Et il n'y a pas d'usure. Alors, qu'avons-nous fait ? Que se passe-t-il à l'échelle microscopique ? Au niveau du microcosme, pour ainsi dire, juste pour que ce soit clair, d'accord ? Mais que se passe-t-il là-bas ? Lorsque nous frottons sans revêtement diélectrique, nous obtenons des décharges électriques étincelantes, n'est-ce pas ? Eh bien, les décharges électriques étincelantes ne sont qu'une des manifestations. Et en plus, nous obtenons également un courant électrique que nous mesurons avec un appareil, n'est-ce pas ? Voilà. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le conducteur remplit pleinement ses fonctions. C'est pour cela qu'on l'appelle conducteur, il conduit le courant électrique. Puisque toutes les substances excitantes sont composées de charges électriques, lorsque nous arrachons une charge électrique, nous obtenons soit une décharge électrique étincelante, soit nous l'envoyons à la Terre, n'est-ce pas, et nous la mesurons à l'aide d'appareils. Mais si nous recouvrons une surface d'un diélectrique et que nous commençons à faire glisser une autre surface sur ce diélectrique en créant ainsi une friction, alors les charges qui sont arrachées de la barre métallique supérieure se retrouvent sur le diélectrique. Le diélectrique ne conduit pas le courant électrique. En conséquence, elles ne vont nulle part. Elles restent dans le système de friction est donc fermé en quelque sorte. Et ils se poursuivent ainsi à travers le champ, d'avant en arrière, c'est-à-dire de retour à la surface. Mais il y a bien du courant, même s'il est déjà minimal. Il y a du courant, mais il est faible. Il y a des signes d'usure, mais ce n'est pas très important. En créant un tel système sans usure, comme on l'appelle, nous augmentons la durée de vie des pièces jusqu'à 50 fois. Vous pouvez également créer une source d'alimentation externe et l'alimenter en électricité. Par exemple, Yuri Stepanovich Rybnikov l'a prouvé sur une expérience simple nécessite ce type de matériel, des verres à presser. Métal, comme on l'appelle, acier inoxydable. Donc le poinçon qui appuie sur l'assiette et qui pousse le verre hors de l'assiette. C'est-à-dire comment il façonne ce verre. Elle se fraye un chemin. Elle traverse le verre et le forme. Voilà. Quand on lance le poinçon, la feuille est posée comme ça. Ici, on a une cavité pour le petit verre et le poinçon appuie pendant que la feuille est posée ici. Et au moment où il descend, au moment où le poinçon appuie sur la feuille, à cet endroit, la feuille se déchire et c'est tout. Yuri Stepanovich mesure le courant, et effectivement, oui, il y a du courant, c'est exact, oui. Alors, il applique un revêtement diélectrique à cet endroit, à l'endroit où, lorsque le verre se forme, le poinçon commence à appuyer. Les charges électriques ne se répartissent plus sur le conducteur, mais sur le diélectrique, puis elles reviennent à leur place, et la feuille ne se déchire plus. Voilà, en fait, c'est la chose la plus simple et il faut tout considérer du point de vue de l'électricité, c'est-à-dire que toutes les interactions, absolument toutes, sont électriques. Si vous considérez les choses sous cet angle, alors merci. Vous aurez une meilleure compréhension. Par exemple, vous pouvez comprendre comment fonctionne une micropuce, pas comment elle est fabriquée, mais comment elle fonctionne. Pourquoi utilise-t-on des semi-conducteurs là-bas ? Autrement dit, pourquoi les semi-conducteurs éliminent-ils la coupure ? C'est 50 Hz par exemple. Pour recharger une batterie, on ne la branche pas simplement au réseau, mais à travers un appareil. Et quel est cet appareil ? C'est un redresseur ?
Il sert simplement à redresser le courant, enfin à le redresser, comme on dit, c'est-à-dire qu'il élimine cette coupure de 50 Hz, qui en réalité n'est pas vraiment une coupure, ce n'est pas un courant alternatif, c'est juste interrompu, mais là aussi C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, voilà. Et il élimine simplement cette coupure et en quelque sorte, il redresse, il rend le courant continu. On obtient donc un courant continu à partir de ce qu'on appelle un courant alternatif. Il élimine l'interruption. Oui, tout juste. Il utilise pour cela des semi-conducteurs. Pourquoi ? Examinons maintenant la structure d'un semi-conducteur. Le tableau de Yuri Stepanovich présente la structure d'un semi-conducteur. Et vous pouvez ainsi voir pourquoi il élimine, pourquoi il est un semi-conducteur, etc. Autrement dit, c'est un sujet intéressant. Mais ici, nous ne travaillons pas avec les semi-conducteurs. Ici, il vaut mieux travailler avec des diélectriques, bien que les semi-conducteurs puissent également être utilisés pour résoudre des problèmes d'usure. Mais dans les cas plus classiques, il s'agit principalement de deux surfaces en friction qui s'usent. Dans l'un de nos podcasts, nous avons parlé d'une machine-outil où les rouleaux, oui, ils s'usent. Et là, il vaudrait mieux une source d'alimentation externe, il n'y a pas besoin de revêtement. Le revêtement ne fonctionnerait pas là-bas, la pression est trop élevée, etc. Le revêtement est trop mou et il serait simplement écrasé. Et là, la solution est différente. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe en réalité de très nombreuses solutions et tout dépendra précisément de votre problème. Oui, de ce qui vous est arrivé exactement. Eh bien, là justement, vous avez évoqué le fait que l'efficacité dépend de vos objectifs. Pour chaque objectif, il y a sa propre efficacité. Si nous parlons dans cette technologie de production d'électricité à partir de poudre d'époxy, où la poudre d'époxy passe dans un certain dispositif, et c'est justement le processus de friction qui provoque cette génération d'énergie. Pourquoi ne pas utiliser des méthodes déjà connues pour réduire cette usure, par exemple des huiles, des lubrifiants ou d'autres substances bien connues déjà utilisées à cet effet? Mais c'est justement là que réside l'aspect innovant de la triboélectrotechnologie. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est précisément de la destruction de la poudre. C'est donc uniquement grâce à cette destruction que nous obtenons une charge électrique. Mais il faudrait renforcer le nœud, le compresseur, qui est faible chez nous. Le nœud est faible, la friction. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de groupe de pistons. Nous avons là, c'est un compresseur à vis. Donc là non plus, il n'y a pas grand-chose qui puisse tomber en panne, à part le moteur électrique. Mais cette technologie, ce revêtement, on peut l'utiliser pour l'isolation des encoches du moteur. Cela offrira sans aucun doute une meilleure qualité que ces papiers utilisés actuellement. Si nous réalisons l'isolation des encoches précisément avec notre revêtement, le moteur fonctionnera 100% plus longtemps. Alors, on peut aussi appliquer notre revêtement, celui-ci, diélectrique, directement sur la vis qui comprime. On peut l'appliquer dessus car il y a quand même une interaction avec l'air et il y a de la friction. Et pour notre tranquillité d'esprit, disons, nous pouvons traiter cette vis et elle durera déjà longtemps, mais ainsi elle durera encore plus longtemps. C'est pourquoi nous allons absolument utiliser cette technologie ici. Et de toute façon, je prévois que nous l'utiliserons forcément dans la centrale électrique, parce que c'est en fait sa toute première version. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Il y aura peut-être encore d'autres composants. Peut-être que nous l'améliorerons encore, peut-être que nous la réduirons, ou autre chose. Voilà, en gros. Est-ce que je comprends bien que la particularité de la production, enfin non, ce n'est peut-être pas le bon mot, de l'extraction d'énergie, ici, réside dans le fait que les matériaux connus pour la conservation, pour la prévention de l'usure de certaines pièces, ne conviennent pas tout à fait à cause de l'originalité de la technologie? C'est-à-dire que si ces matériaux sont conçus pour préserver, pour protéger au maximum toutes les pièces, ici, comme vous l'avez dit plus tôt, tout repose justement sur la destruction. Et cela va à l'encontre, c'est pourquoi ici, il faut justement une technologie inhabituelle. Je comprends. Vous craignez que le tribogénérateur lui-même puisse s'user à cause de la poudre. Oui? Le contact des pièces, des particules de poudre. Voilà, cette tribopère a été justement sélectionnée. Ici, il y a un électrodonneur et un électroaccepteur.
Ici, ce n'est pas le fluoroplaste qui est le donneur, mais c'est justement l'époxyde qui agit comme donneur de charges électriques. C'est pourquoi l'électrodonneur ne se détériore pas. Au contraire, c'est grâce à lui que la charge est extraite. Donc voilà. Ici, le moins, disons, se transforme en plus. Bien sûr, c'est pourquoi toutes les recherches de Stepanitch, tous ses travaux, étaient justement orientés vers cela, trouver cette meilleure tribopère. Et essaie donc de la trouver, toi. Il s'avère donc que ce problème est véritablement une question clé et centrale dans l'usure progressive et inévitable des différentes pièces dans la plupart des mécanismes que nous connaissons et utilisons au quotidien, alors qu'ici, dans cette technologie innovante et avancée de production d'énergie, il s'agit d'un outil direct, essentiel et fondamental pour obtenir de l'énergie de manière efficace et fiable. Et où, Pour les autres, problème, c'est partout. Cet outil de friction, il est partout. Mais ici, c'est un outil clé. Oui. Lors de la production d'électricité, la friction est partout, c'est une ressource clé. Lors de la production d'électricité, ne confondez pas avec cela. Avec les panneaux solaires, il ne s'agit plus d'extraction, la collecte est déjà prête. C'est une autre technologie. Là, justement, il s'agit de semi-conducteurs, etc. Pourquoi des semi-conducteurs? Encore une fois, regardez la structure de la nature et vous comprendrez pourquoi ils utilisent du carbone. Et oui, pourquoi le plomb est utilisé dans les batteries à plaques poreuses. C'est aussi un semi-conducteur, le plomb, et d'ailleurs un bon semi-conducteur. Mais bon, c'est encore toute une autre histoire. Je vais sans doute faire preuve ici d'un certain manque de connaissances, du moins dans notre cas. Mais je vais poser la question du point de vue que je connais. D'après le programme scolaire, on sait que la friction, le contact entre deux pièces, entraîne toujours une élévation de la température. Avec l'augmentation de la température, bien sûr, certaines substances s'évaporent, d'autres deviennent plus fragiles. La technologie, en particulier la Tribel Technology, prend-elle en compte tous ces aspects ? Car, d'après ce que j'imagine, lorsque la poudre se déplace dans le système sous l'effet du frottement, la température augmente également. Bien sûr, comme nous l'avons déjà évoqué, elle est régulée par l'écosystème interne, mais malgré tout, il y a certains effets thermiques. Avantages. Les inconvénients apparaissent. Dans le tribogénérateur lui-même, oui. Cela est également pris en compte, tout est sous contrôle et cela n'a aucune incidence. Pour les proies, il n'est plus question à l'heure actuelle de préserver l'indestructibilité des pièces, notamment au sein de ce contexte particulier. Ici, il y a un point. Dans le tribogénérateur, si tu retires mal la charge électrique, tu obtiens une fusion des particules de poudre, une fusion précisément sur les collecteurs. Autrement dit, les collecteurs, pour le dire simplement, sont recouverts d'époxy et cessent de fonctionner. Bon, ils ne prélèvent plus l'électricité. Oui. C'est pourquoi, oui, il est absolument essentiel et même fondamental de bien positionner les collecteurs dans ce type de dispositif. Comme l'a très justement dit Yuri Stepanovich, il est nécessaire d'apprendre à prélever l'électricité de manière correcte et efficace. C'est donc encore un autre des secrets importants du générateur 3D. C'est précisément l'emplacement exact des collecteurs qui joue un rôle crucial. Oui, si vous prenez soin de les placer correctement, alors la poudre ne fondra pas, ce qui est très important pour le bon fonctionnement de l'appareil. Mais si au contraire, vous les placez mal, il y aura bien sûr un échauffement important, et alors ils fondent. La résine époxy fond à une température de 250 degrés Celsius, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou des dommages irréversibles à l'ensemble du système. Autrement dit, le point de contact sur le collecteur est justement supérieur à 270 degrés Celsius. C'est pourquoi nous avons là une fusion. Enfin, nous en avions tant que nous ne les avions pas placés correctement. Donc, il faut une approche compétente pour résoudre la question. Oui, il n'y a pas d'autre moyen. Oui, il y a de la chaleur, mais seulement si c'est mal fait. Mais si c'est bien fait, tout est réparti intelligemment. Parce que, Alexandre, qu'est-ce que la température ? Eh bien, c'est la libération d'énergie. Tu vois, et il n'y a toujours pas de définition de l'énergie. Oui, tout ramène au fait qu'il faut toujours continuer à apprendre. Par exemple, dans la vie. Tout se résume au fait que nous utilisons des mots qui n'ont pas de définition. Voilà tout. Il me semble qu'à ce stade de notre podcast, il y a forcément un spectateur qui se pose cette question.
Si l'on parle de la préservation maximale de la qualité des composants, de leur résistance à l'usure maximale, peut-on alors évoquer ce qu'on appelle le mouvement perpétuel ou bien la création de composants éternels dont l'usure serait quasiment nulle? Est-ce une perspective lointaine ou peut-être pas si lointaine ou bien une situation tout à fait possible dans la réalité? Oui, j'ai compris la question. Eh bien, voyez-vous ici, comment dire, le système, en fait, il n'a pas d'usure, à l'exception d'un seul composant, et je me répète, c'est le compresseur. C'est vraiment le point faible, tout le reste, c'est de l'air et de la poudre avec de l'air. La poudre n'est pas abrasive, ce n'est pas du sable, elle ne peut pas agir comme un sablage, pour ainsi dire. Détruire la surface, oui, parce qu'elle est simplement plus dure que la poudre, c'est tout. Donc, il faut aussi en tenir compte, et la dureté fonctionne ainsi. Pour lutter contre l'usure, on rendait les pièces plus dures. C'est tout. On a mis une protection électrique, on a fait une confirmation, et ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Si ça casse, on remplace la pièce et on continue. Donc, le problème ne résidait pas dans la dureté, mais ici, chez nous, il n'y a que la poudre, et toutes les pièces sont plus dures qu'elle. Autrement dit, cette poudre n'est pas capable d'user quoi que ce soit. D'autant plus qu'on lui retire constamment sa charge électrique. Et il ne se régénère que dans un seul nœud. Mais en principe, si ton système est mis à la terre, il fonctionne dans les deux sens. Aussi bien pour la décharge des charges électriques que pour la destruction. Et aussi s'il y a suffisamment de charges présentes dans la terre pour compenser la dégradation, oui, de ton équipement mis à la terre, alors il peut aussi partiellement se régénérer. Mais en règle générale, c'est plutôt la dégradation qui l'emporte. C'est-à-dire, si tu mets l'équipement à la terre, évidemment, on le fait pour des raisons techniques, pour éviter par exemple les chocs électriques, etc. D'ailleurs, à ce propos, oui, toutes les machines-outils, les tours, les machines CNC, tout était mis à la terre. Même les machines à laver sont mises à la terre. C'est pour éviter que la charge ne s'accumule à la surface, car si elle s'accumule, tu risques de recevoir une décharge électrique. Mais d'où vient-elle cette charge? C'est parce qu'il y a de la friction partout. Vous arrachez une charge électrique à quelque chose, il ne sort pas de nulle part. Vous l'arrachez à quelque chose. Comme un peigne sur les cheveux, on obtient une charge. Qu'elle soit statique ou dynamique, c'est une autre question. Mais d'où l'avez-vous prise, cette charge? Vous l'avez prise soit des cheveux, soit du peigne. Tu comprends? J'ai eu une idée intéressante. Et en même temps, vous avez abîmé soit le peigne, soit les cheveux. Donc ce que vous avez arraché, c'est ce que vous avez détruit. C'est une question intéressante. Ce n'est pas tout à fait dans le sujet. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Si une personne passe un peigne dans ses cheveux en retirant de l'électricité, peut-on dire qu'elle a soulagé la tension? Oui, exactement. Anti-stress. Peignez-vous la tête, relâchez la tension. J'ai une question qui concerne probablement davantage la collaboration entre différents domaines d'application des technologies de revêtement et de préservation de la résistance à l'usure. D'après le programme scolaire, nous savons que certaines technologies d'extraction de ressources minérales utilisent, on appelle ainsi le godet, les dents de l'équipement métallique, la technique qui, au contact de quelque chose de dur, use les dents jusqu'à ce qu'elles soient complètement mangées. Cette technologie de préservation de la qualité de surface et de la résistance à l'usure peut-elle être appliquée non pas dans un système fermé et contrôlé, où la température et tout l'environnement sont maîtrisés, mais justement dans une technologie en plein air? Non, ce n'est pas possible. Oui, la technologie concerne justement le revêtement, le fait de recouvrir. Nous avons essayé de recouvrir les dents avec un revêtement diélectrique et aussi avec un revêtement céramique. Nous avons fait ces essais et, en principe, nous savions que cela ne fonctionnerait pas. C'était juste pour en avoir le cœur net, pour nous assurer que cela ne marcherait vraiment pas. Voilà. En fait, les dents de l'excavatrice sont fabriquées en acier trempé justement parce qu'elles travaillent dans un environnement très exigeant. Donc, si nous appliquons un revêtement mou, cela ne changera rien. Absolument rien du tout. Ici, il faut une approche complètement différente. C'est là qu'il faut approfondir la science des matériaux. Tu comprends? La science des matériaux, voire peut-être créer un alliage spécifique
Donc, si votre objectif est de préserver les dents du godet de l'excavatrice, il faut alors consulter un spécialiste des matériaux et voir tout cela est déjà bien connu. Tout cela a déjà été testé expérimentalement. Prenez le meilleur alliage, c'est-à-dire le meilleur métal, appliquez-le sur ces dents et elles dureront plus longtemps que celles proposées sur le marché. C'est garanti à 100%. Mais cela coûtera plus cher. Eh bien oui, c'est de la production. Oui. Ça coûte plus cher ici, mais il faut ensuite trouver quelque chose qui le justifie. L'économie ici fonctionne ainsi. C'est-à-dire, avec un revêtement, ou bien des gens nous ont approchés là-bas, et j'ai dit, eh bien c'est la science des matériaux, eh bien nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons utiliser la science des matériaux, découvrir, oui, fabriquer des alliages, tout est là. Étudier, aborder la question, résoudre ce problème concrètement. Oui, résoudre ce problème, mais cela coûtera de l'argent et ce sera très probablement économiquement désavantageux. Eh bien, par exemple, pour la personne qui possède une excavatrice, en général, à qui profite la réparation de l'usure, c'est avantageux pour le consommateur final, c'est-à-dire pour les particuliers. Disons, une personne qui possède une excavatrice, il l'a achetée pour travailler, on lui commande des heures, etc. Il est venu, il a creusé un trou, oui, et là, sa dent s'use. Il vient, ses dents s'usent, il dit « J'ai besoin d'un revêtement, faites-moi un devis, faites-moi un rapport ». Nous lui disons « Oui, nous pouvons le faire, comme je viens de t'expliquer, mais cela coûtera un autre prix. Êtes-vous prêt? Vous n'êtes pas prêt. » Et cela affecte le consommateur final, car le service devient plus cher. Oui, voilà tout. Mais ici, je comprends que la technologie utilisée dans cet appareil pour produire de l'énergie est justement fermée. C'est-à-dire que elle est utilisée spécifiquement pour cet environnement, pour ces matériaux, pour ce domaine de production d'énergie. Oui, tout à fait, Alexandre. Vous avez tout à fait compris? Eh bien, chers amis, notre émission touche à sa fin. Un grand merci d'avoir regardé avec attention. Bien sûr, laissez vos questions dans les commentaires, nous essaierons d'y répondre. Et aujourd'hui, notre invité était Victor Tenov. Comme toujours, c'était très intéressant, très riche. Un grand merci à vous pour cette conversation si agréable. Oui, merci Alexandre de m'avoir invité dans votre studio de Bon Podcast. Merci pour vos questions, merci. Et merci à vous aussi, chers amis, pour vos questions. Je suis sûr qu'elles étaient bien là. Je suis sûr d'avoir répondu à de nombreuses questions. Si ce n'est pas suffisant, écrivez dans les commentaires. Écrivez aussi d'autres questions dans les commentaires, si vous en avez. Je pense qu'Alexandre m'invitera sûrement à nouveau. Oui, bien sûr. Eh bien, je vous dis au revoir. À bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.